Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfait, merci. Donc bienvenue. On va attendre encore quelques petites minutes avant de lancer le webinaire. Donc je vous affiche les consignes pour que tout se passe au mieux. Nous allons être plus d'une centaine, donc c'est important de les respecter. Donc de bien désactiver votre micro et votre caméra. Il n'y aura que les intervenants que vous pourrez voir et entendre. Et pour tout ce qui est des questions, ça se passe par le chat, donc la petite bulle qui se situe dans la fenêtre GoToMeeting. Je vois que beaucoup d'entre vous sont déjà habitués à ça puisqu'ils ont répondu à ma question par le chat. Merci. Donc je vais vous proposer juste de commencer tranquillement par la présentation de notre programme qui est assez dense comme vous le voyez. Donc là, voilà, il y a quelques minutes de connexion encore pour la plupart des gens. Ensuite, nous allons donner la parole à plusieurs intervenants, les uns à la suite des autres, en le remerciant pour leur participation d'avance. Donc, pendant 10 minutes, nous allons vous présenter, vous rappeler de quoi, enfin, quelles sont les actualités, les activités du CIB, donc le Comité interprofessionnel du bois énergie, qui organise ce webinaire. Ensuite, nous allons parler des animateurs bois énergie qui sont la source des données du recensement que nous allons présenter aujourd'hui. Et ensuite, la commission animation, donc il y a un groupe de travail au sein du CIB qui réunit ces animateurs bois énergie. Pour cette présentation, il y aura Nathalie Braque qui appartient à l'interprofession de la forêt du bois bretonne à Bibois et Grégory Zabala de l'association Bois Énergie 66 en Occitanie. Ensuite, à 9h20, je donnerai la parole à Clarisse Fischer, qui est déléguée générale du CIB, qui vous présentera les résultats de l'état des lieux des installations automatiques à bois, donc la répartition en France et en Europe, la situation actuelle et notamment par rapport aux objectifs des énergies renouvelables et bois énergie en France. On parlera des données détaillées par gamme de puissance, par région, et puis nous verrons les différents usages qu'au niveau du CIB et de la filière, nous faisons de cet état des lieux et tous les possibles par rapport à cela. Ensuite, il y a Grégory et Nathalie qui nous commenteront également l'usage qui est fait du recensement dans leur région respective, donc en Occitanie et en Bretagne. Et à 10h, donc pendant une demi-heure, nous allons privilégier le temps de questions-réponses. Donc c'est là où nous prendrons les questions que vous avez pu poser sur le chat pour y répondre au mieux. J'espère que tout est clair pour vous. Et je vais, sans plus attendre, commencer par vous parler du CIB.
Donc le CIB, c'est donc le comité interprofessionnel du bois énergie. Nous rassemblons plus de 150 professionnels sur l'ensemble de la filière du bois énergie collectif et industriel. Nous sommes une association depuis 2006 et notre objectif, c'est vraiment le partage d'expériences au sein des professionnels et la diffusion de ces bonnes pratiques. Donc au sein d'événements tels qu'aujourd'hui, mais également lors d'autres événements dont je vais vous parler dans quelques secondes. Nous avons pu, au niveau des différents travaux que nous avons fait, nous intéresser aux indices du bois énergie, des indices CEB, pour ceux qui connaissent, j'imagine, pour tout ce qui est également amélioration des techniques, donc par rapport, par exemple, à la réduction d'émissions de poussière, la condensation des fumées ou la valorisation des cendres, qui sont encore à l'heure actuelle un grand sujet d'actualité. Et nous avons pu aussi, également nous intéresser à tout ce qui est mode de financement et stimulation économique pour des projets de chaufferie bois. Donc, le CIP, c'est aussi un bon moyen, de différents types de médias pour diffuser toutes ces bonnes informations et bonnes pratiques, une lettre d'info, des sites internet, des colloques et des conférences comme aujourd'hui, donc à distance, car c'est un petit peu l'obligation ces temps-ci. Au niveau des chiffres clés de notre association, donc au niveau des événements, sur la gauche, on voit qu'il y a différents types d'événements, donc des stands dans des salons professionnels, par exemple le salon Bois Énergie, mais aussi Polytech, par exemple, des journées techniques en région, donc nous avons pu en organiser en 2020 une seule, mais également nous avons pu organiser physiquement les rencontres des animateurs Bois Énergie. Il y a eu également un événement très important à Paris qui était la journée bois énergie qu'on a organisée avec de nombreux autres acteurs de la filière. Et nous participons lors de sollicitations à des interventions extérieures. Et depuis 2012, nous participons avec le cabinet Métrol à l'organisation de sessions de formation à la fois sur le montage de projets et également tout le suivi des installations. À l'heure actuelle, donc en 2019, il y avait près de 600 participants à ces différents événements. On a également de nombreux abonnés à notre lettre d'information où on diffuse toutes ces informations clés sur la filière. Nous organisons tout ce travail via 4 commissions qui s'appellent donc la commission animation bois énergie qui organise le webinaire tout spécifiquement aujourd'hui, mais également 3 autres commissions qui s'intéressent à l'approvisionnement, l'autre au montage de projets, aux stratégies de développement de la filière, et enfin tout ce qui est retour d'expérience de conception, réalisation et exploitation de chaufferie. Pour les événements que nous avons pu organiser physiquement en 2019 et 2020, comme vous le voyez, nous œuvrons à ce que ces événements soient répartis un peu partout sur la France. En 2020, on peut noter qu'on a organisé à Orléans une journée technique, et également à Niort, en octobre, les rencontres des animateurs bois énergie. Pour ce qui est des événements à venir, donc des prochaines réunions de nos commissions, comme que je vous ai cité tout à l'heure, et tout particulièrement à noter à Cahors, un événement, donc une journée technique que nous souhaiterions bien organiser physiquement, donc le 2 février, qui s'intéresse au réseau de chaleur de bois de petite et moyenne puissance. Et également le 16 mars à Niort, toujours dans un objectif de le faire physiquement, une journée technique sur tout ce qui est conception, entretien et contrôle de conduite cheminée sur les chaufferies bois. On peut également citer que le 24 et 25 mars aura lieu à Nantes le salon Bio 330 Expo, le salon bois énergie. En juin, devrait avoir lieu soit à Paris, soit en distanciel, la journée bois énergie, donc qui avait également eu lieu en 2019 et qui réunit de nombreux autres partenaires de la filière bois énergie, à la fois dans le collectif, mais également sur le bois énergie domestique. Pour revenir un petit peu sur des événements importants qui ont lieu récemment, donc ce webinaire fait suite à 2 autres rendez-vous techniques organisés par les deux autres commissions de notre association. Donc le 13 novembre a eu lieu le rendez-vous technique qui s'intéressait au développement de projets bois énergie dans l'industrie. Donc vous trouverez toutes les informations sur le lien que j'ai mentionné. Ce support vous sera transmis dans la semaine, ne vous en inquiétez pas.
Également, l'autre rendez-vous technique avait lieu le 27 octobre qui s'intéressait à la manutention et la logistique des cendres. Tout est également disponible sur le lien mentionné. Le colloque du CIB qui a eu lieu le 5 novembre sur la compétitivité du bois énergie. Et également un webinaire qui a eu lieu sur le fonds chaleur organisé par la FNCCR que nous souhaitions également vous citer. Je vais passer la parole à Grégory Zavala de Bois Énergie 66 pour la suite et je me permets de cliquer. Bonjour à tous. Donc Grégory Zavala, je travaille donc à Bois Énergie 66 et donc je vais vous présenter un petit peu l'animateur. Qu'est-ce que c'est qu'un animateur, même si bon, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui en côtoient. Donc l'objectif d'un animateur, c'est de soutenir le développement des filières bois énergie locales avec un panel d'activités assez large. Mais si on essaye de résumer, en aval, c'est promouvoir le chauffage automatique au bois auprès des collectivités, des industriels, des agriculteurs. On peut citer aussi les associations. En gros, nous, on dit toujours, c'est tous les maîtres d'ouvrage hors particuliers. Après, il peut y avoir certaines structures qui accompagnent les particuliers également, mais c'est un peu plus rare. En amont, c'est mobiliser les producteurs de combustibles et les accompagner pour qu'ils puissent fournir un combustible adapté aux installations. Et en gros, c'est mettre en lien tous ces acteurs qui sont d'univers différents pour que les projets puissent se concrétiser le mieux possible. Les actions, c'est pareil, elles sont très variées. On a globalement une mission de communication, de sensibilisation, de formation et de vulgarisation. Mais l'essentiel du travail, le plus important, tourne autour de l'information personnalisée et de l'accompagnement des porteurs de projets de chaufferie. Toujours pareil, pour qu'on ait des projets qui soient bien faits, qui fonctionnent et qu'on n'ait pas des contre-références. Avec un accompagnement pour la majeure partie des missions, de A à Z, donc de l'émergence de l'idée jusqu'à la mise en service, voire pour certaines structures un peu plus loin avec les premières années de fonctionnement. Et donc, il y a également un soutien à l'émergence et au renforcement des filières d'approvisionnement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir un combustible de qualité et adapté. Donc, au final, l'objectif, c'est de donner toujours plus de références pour rassurer, ça c'est vraiment important, avec un annuaire des acteurs, vous le verrez tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire, des études de gisement, comme quoi la ressource, elle est disponible, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Une cartographie des chaufferies en fonctionnement, également des retours d'expérience des chaufferies en fonctionnement avec des bilans de saison de chauffe, comme on les appelle. Les atouts, quel est l'atout principal d'un animateur bois énergie? On peut dire qu'on a un rôle neutre et sans conflit d'intérêt. On ne vend pas de bois, on ne vend pas de chaudière, on n'a rien à commercialiser, on est financé par les pouvoirs publics en grande majorité pour accompagner les porteurs de projets. Donc on a vraiment un rôle neutre et objectif dans le montage des dossiers et dans les choix techniques. Et il y a un autre point, c'est la connaissance des acteurs de terrain. Pour certaines structures qui sont implantées depuis 20 ans, 25 ans, on a vraiment une connaissance du terrain et des différents acteurs qui permet une bonne remontée d'informations. Et il y a un point que je voulais signaler en plus, c'est le fonctionnement en réseau, notamment grâce au CIB qui a mis ça en place. C'est un fonctionnement en réseau au niveau national où tous les animateurs se rencontrent, comme ça a été dit tout à l'heure, dans les rencontres des animateurs. Et on peut échanger nos retours d'expérience et s'appuyer les uns sur les autres, parce que chacun a des compétences un peu plus poussées. Donc on a vraiment une capacité de s'appuyer les uns sur les autres. Et les animateurs, c'est une des sources principales de données du recensement des installations du CIB, mais pas la seule. Et cette image, voilà, elle résume, je trouve, assez bien le rôle de l'animateur qui est central au milieu de tous ces acteurs et qui est un peu là pour traduire souvent les langages des uns et des autres, parce qu'on a tous des langages différents et on essaye de mettre de l'huile dans les rouages. Au niveau du contexte et des enjeux à venir,
il y a une nécessité, pardon, de s'adapter aux besoins de la filière. C'est développer les compétences vers les autres ENR thermiques. Donc, ça fait des années, on est vraiment que sur le bois énergie. Au moins en Occitanie, mais sur d'autres territoires, je vais parler de l'Occitanie puisqu'on y est, il y a une volonté de la part de l'ADEME, notamment de la région, d'orienter les missions non plus vers des missions bois énergie, mais vers des missions chaleur renouvelable. Et c'est ce qui sera fait pour toutes les structures en 2021 et que ça avait déjà commencé un petit peu en 2018, c'est de s'orienter vers toutes les ENR et quand on accompagne un projet, de ne pas avoir uniquement la vision bois énergie, mais toutes les possibilités d'ENR thermiques disponibles. Il faut réussir à consolider les partenariats avec les acteurs et les collectivités et mutualiser les moyens entre nous. Donc c'est un peu ce que je disais, le travail en réseau qui est hyper important. Un autre point essentiel, c'est de s'intégrer dans un territoire de projet avec l'arrivée des contrats de développement de la chaleur renouvelable de l'ADEME, d'arriver à travailler en partenariat avec les porteurs de ces contrats et de renforcer l'animation et l'accompagnement des projets pour toujours plus de projets. Et il y a alors je sais plus, ça a un petit peu changé. Il y avait un besoin d'intensifier le démarchage auprès des porteurs de projets dans un contexte économique peu favorable, donc ça c'est important. Et un mode de financement qui est assez variable en fonction des régions, avec des acteurs publics qui interviennent ou qui n'interviennent pas, et qui peuvent des fois fragiliser des réseaux historiques existants et compétents. Voilà. Merci beaucoup Grégory. Je vais passer la parole à Nathalie Braque d'Abibois. Bonjour à tous. Donc moi j'interviens à la suite de Grégory pour préciser un peu où sont ces structures et comment, qui sont-elles. Donc d'après les recensements réalisés par le CIB, notamment auprès de ses adhérents, on voit que les territoires d'action des animateurs sont très majoritairement départementaux. Mais on trouve aussi près de 20% de structures qui sont régionales ou territoriales sur des territoires qui sont soit à cheval sur plusieurs territoires administratifs, soit infra-départementaux. Donc, on peut trouver dans ces structures vraiment un maillage très, très varié, des associations qui font la promotion des énergies renouvelables, des agences de l'énergie, des interprofessions forêt-bois comme Abibois, dont je fais partie, des communes forestières, des entités plus administratives type département, région, mais on voit aussi des structures du milieu agricole, des fédérations de CUMA, des syndicats de l'énergie, des chambres et puis des parcs naturels régionaux. Donc, c'est très varié. C'est ce qui fait que les échanges au sein du CIB sont intéressants, c'est créer aussi un lien et des références collectives communes entre toutes ces structures. On a recensé 140 structures d'animation sur le territoire national, qui sont 90 animations en tant que telles réellement, dont 80% font partie du réseau CIB. Et puis des structures associées à l'animation bois énergie, donc qui viennent souvent en soutien plus local aux structures d'animation dont le territoire est plus élargi. Voilà, donc vous pouvez trouver les coordonnées de toutes ces structures d'animation, bien entendu, sur le site du CIB ou en cliquant sur les liens de la présentation qui vous seront envoyés. Vous voyez sur la carte l'aire d'action des différentes structures, donc région, département ou territoire plus infra. Merci beaucoup Nathalie. Je vais reprendre la parole pour vous dire un petit peu 2 mots sur la commission animation bois énergie, donc qui regroupe ces animateurs au sein du CIB. Donc, comme vous l'avez entendu, elle est présidée par 2 coprésidents qui sont Nathalie Braque, que vous venez d'entendre, également Grégory Zabala, également, qui a pris la parole. J'en suis moi-même la secrétaire animatrice. Et notre objectif, c'est vraiment, comme on l'a déjà un peu cité, de consolider, de développer le réseau des animateurs bois énergie, de soutenir la professionnalisation de ce réseau et de mettre en valeur et leurs actions. Donc aujourd'hui, c'en est un moyen, mais également lors du salon bois énergie, on rappelle leur existence très régulièrement. Ce sont des informations qui intéressent souvent les professionnels sur tous les territoires.
Nous organisons plusieurs réunions téléphoniques, des groupes de travaux et puis, comme vous l'avez entendu, nous organisons des rencontres une fois par an des animateurs physiques pour pouvoir toujours consolider ce réseau. En termes de programme d'action, à l'heure actuelle et pour la période de 2019-2021, nous allons développer de nouveaux outils ou consolider les outils de prospection en ce qui concerne la stratégie puis la mise en place d'un kit. Le recensement des installations, donc là, c'est aujourd'hui que nous vous présentons les premiers résultats. On travaille donc aux rencontres annuelles, toujours pour consolider des réseaux, je l'ai cité. Et également, pour valoriser le rôle des animateurs, vous pouvez, comme Nathalie l'a cité tout à l'heure, un annuaire, une cartographie des animateurs qui est en ligne sur notre site, toujours pour faire mieux connaître ces professionnels. Je vais passer la parole à Clarisse. Avec le son, c'est mieux. Bonjour à tous. Je vais faire une analyse. L'objectif, c'est de mettre en avant les derniers chiffres de ce recensement. Et puis, au travers de ce recensement, vous donner un prisme d'analyse des différentes discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec le ministère, notamment dans les questions d'actualité. Ce recensement nous permet d'avoir différentes visions du parc, à la fois en pouvant comparer les puissances, la notion de puissance installée, du nombre d'installations bien entendu, mais à partir de données réelles ou d'hypothèses, on peut aussi avoir des analyses de la consommation de bois en équivalent plaquettes ou de comparer, de pouvoir une analyse en termes de production de chaleur avec bien sûr des hypothèses ou des données sur le fonctionnement de ces installations en fonction de typologie qu'on précise. J'étais un peu trop rapide. Donc la première prisme, c'est d'avoir il y a beaucoup d'enjeux, de discussions qui se font au niveau européen. Et donc c'est important de voir la spécificité de la France par rapport à ce contexte européen. La première analyse est sur le nombre d'installations qu'il y a en France par rapport à ce qu'il y a en Europe, avec un prisme chaleur, électricité, électricité uniquement. Et on voit qu'en France, il y a un nombre très important d'installations plutôt chaleur, de production de chaleur. Voilà, ça y est aussi en Europe. Mais en revanche, la France est beaucoup moins représentée en termes de production de chaleur et d'électricité, de corégénération, et encore moins sur la production uniquement d'électricité. Donc là, on parle en nombre. Si on parle en termes de puissance installée, on voit que comme en Europe, en termes de puissance installée, la puissance cumulée de supérieure à 20 MW est la plus importante. En revanche, on a un parc plus fourni sur les plus petites installations, entre 1 et 5 MW, 5 et 10, et entre 10 et 20 MW. Voilà, et ça se traduit aussi en termes d'usage, en termes de production de chaleur. On voit qu'en France, il y a une plus grosse représentativité de la production de chaleur qui, en termes de consommation de bois et donc de production de chaleur, c'est principalement la chaleur uniquement. Puis en vient la cogénération et les sites électrogènes sont beaucoup moins présents. Il n'en existe que 2 en France et c'est pas du tout représentatif du parc français. Si on regarde la production ici en France, donc avec cette typologie de parc un peu particulier, on est le 2e producteur d'énergie première à partir de biomasse, avec 10,3 millions de TEP, juste après l'Allemagne. Donc on est un pays important en termes de production de bois énergie. En revanche, on va être le 10e producteur d'électricité, derrière, le premier étant le Royaume-Uni, donc avec des installations très importantes et électrogènes.
Pour autant, comme vous voyez sur la courbe, qui est peut-être un peu petite, mais vous verrez mieux quand vous l'aurez téléchargée, la France, sur l'image que vous avez ici, n'atteint pas, comme beaucoup de pays, ses objectifs 2020 de production de chaleur renouvelable. Donc, vous avez en vert ces données et en rose ces objectifs. En revanche, vous avez d'autres pays, les premiers, donc Suède, Finlande, qui ont largement dépassé leurs objectifs. Un petit clin d'œil sur ces pays qui ont mis en place une taxe carbone qui pourrait expliquer l'atteinte de ces objectifs. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà pour ce panorama européen. Un petit rappel aussi que la France est le 3e pays forestier en termes de bois sur pied, enfin de volume de bois. Elle est 4e en termes de surface forestière. Donc c'est un pays vraiment, qu'on peut dire forestier, même si c'est après l'agriculture, mais c'est quand même un pays avec une surface et un volume de bois important. À noter aussi qu'au niveau européen, le développement du bois énergie, comme en France, s'accompagne d'une augmentation du stock de carbone par les forêts qui sont en croissance. Donc après cette petite aparté européen, on va revenir en France. Voilà. En France, par rapport, donc j'ai cité des objectifs que l'on avait d'atteindre en 2020, donc les 33%. Aujourd'hui, on n'en est qu'à 20% d'énergie renouvelable, donc avec un gap très important entre les objectifs et la réalité. Un petit rappel pour dire qu'aujourd'hui, donc le bois énergie, donc par rapport à ces objectifs, représente, comme vous le savez sans doute, 66% de la production de chaleur renouvelable, dont 16 points est sur le collectif et l'industriel. La grande part étant donc due au secteur domestique. Concernant le bois, donc les objectifs de développement de la biomasse, c'est une courbe que vous connaissez sans doute. Donc on est autour des 120 TWh produits avec un objectif à l'horizon 2028 de 157 à 169 TWh, principalement portés par les objectifs de collectif. Donc, comme vous le voyez ici, les objectifs donc, de la PPE, pour rappel, avec une diminution de la consommation globale, donc pour arriver en 2023 à 635 TWh, donc une économie d'usage de l'énergie. Et puis, concernant le développement des énergies renouvelables, donc une part importante en vert, et notamment en vert clair pour le bois énergie collectif industriel, qui double quasiment entre 2016 et 2023, et une stabilité du bois domestique, avec en revanche un enjeu de performance pour que avec le même consommation, il y ait beaucoup plus de logements qui soient chauffés, donc un renouvellement du parc vieillissant pour le domestique. Petit autre prisme qui peut être aussi intéressant à mettre en avant. Vous voyez ici les gaps qui ont été faits entre 2005 et 2018 en termes d'installation en mégawatts et en termes de production de chaleur, donc en térawattheure. Donc on voit par exemple qu'il y a eu un gap très important entre 2005 et 2018 pour la production de chaleur, et qui qui a été fait en 13 ans. Aujourd'hui, il y a à faire en 12 ans le doublement en fait de la production de chaleur aujourd'hui. Donc je me suis amusée à faire un petit calcul. L'objectif serait de construire un réseau de chaleur parisien tous les 2 ans en termes d'ordre de grandeur. Donc voilà, loger, chauffer
voilà, installer ce réseau parisien tous les ans, ou comme vous le voyez sur la gauche, pouvoir doubler le parc actuel pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc on voit ici aussi doubler l'industriel et multiplier par 3 le collectif dû à la production donc d'une part climatique et d'autre part sur l'ensemble de l'année pour la partie industrielle. Autre prisme, avant de rentrer dans le détail du recensement par rapport à ces chiffres et à la production actuelle, à noter aussi l'évolution qui a été mise en avant lors du colloque en termes de consommation et de produits consommés par les installations bois énergie, donc une prédominance des connexes dans les années de 2005. Avec une évolution vers la plaquette forestière et un volume quasiment semblable en termes de produits connexes de série. On reste à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, hein. Et puis une part stable, mais un volume qui augmente pour les poids déchets. J'arrive sur la partie, voilà, rentrer au cœur maintenant de ce recensement. Donc aujourd'hui, on garde à peu près le même profil que les années précédentes, donc avec en nombre en bas plus de 80% du parc en nombre qui est constitué d'installations de moins de 1 MW, ce qui représente un peu plus de 13% de la puissance installée. Vous voyez, la prédominance, c'est ce qu'on a montré au niveau européen, un nombre très important de petites installations réparties sur l'ensemble du territoire. Voilà, une autre articulation, une autre vision en fait de ce parc. Donc on voit voilà, le pic bleu pour le nombre d'installations pour les plus petites installations inférieures à 1 MW. On le voit de manière beaucoup plus visible. Et puis finalement, on peut avoir trois groupes de projets. Donc les inférieurs à 2 MW, une répartition relativement homogène du parc inférieur à 2 MW. Ensuite, entre 2 et 20 MW, une répartition homogène par classe. Et puis les plus de 20 MW. Si on analyse en termes d'usage des installations bois énergie, donc on a fait le choix de séparer la cogénération, voilà, avec un usage à la fois chaleur et électricité, qui représente un tiers du parc en termes de puissance installée, un tiers de l'industrie et un tiers sur le collectif logement, collectif principalement. Si on zoome sur la partie cogénération, on voit qu'elle est plus importante, qu'elle représente quasiment 40% des installations industrielles, voilà, avec une meilleure valorisation possible, enfin, qui peut s'expliquer effectivement par un besoin de chaleur continue sur l'ensemble de l'année et qui peut effectivement assurer de ce fait un meilleur rendement pour ces installations de cogénération, ce qui peut être le cas bien sûr sur les installations collectives, mais de manière plus réduite. Et donc les cogénérations représentent quand même 20% des installations collectives. Donc on voit au travers de ça, j'aurais dû le signaler au niveau des objectifs PPE, on voit qu'aujourd'hui la cogénération fait partie du paysage des installations bois énergie, et que si on veut pouvoir doubler justement ce parc, c'est un acteur important de l'atteinte des objectifs PPE. Donc, si on regarde maintenant l'évolution dans le temps de ce parc des installations, c'est une courbe que vous connaissez peut-être. Ce qui est important de noter, c'est cette alternance, en fait, cette évolution qui a été très sensible à deux facteurs, à la fois les aides et à la fois le prix du pétrole. Donc, on peut voir une augmentation non négligeable à partir voilà, des 90. 94 avec le plan bois énergie, une montée doucement du parc
avec ces plans locaux. Qui a été infléchi, qui a été dynamisé, on va dire, par la remontée du prix du pétrole dans les années 2004, renforcé également avec le fonds chaleur et donc l'appel d'offres creux, pardon, donc à la fois une dynamisation des installations, on va voir notamment dans le collectif, vous le voyez, et puis des installations cogénération. Et on voit en fin de courbe, avec la dynamisation du pétrole, on voit sur ces 3 dernières années vraiment une stabilisation, une diminution du développement de ce parc. Vous avez ici, donc en termes de puissance installée, les bâtons. Voilà, vous voyez les fonds chaleur et la creux. Vous voyez notamment en nombre, c'était peut-être moins visible. En puissance installée, on voit bien le développement important de la cogénération à partir de l'appel d'offres creux. Et puis également dans les fonds chaleur, développement aussi de la partie collectif en noir en haut des courbes. Un autre regard aussi, c'est de montrer du coup cette évolution entre la cogénération, l'industrie et le collectif. Donc on voit ici en nombre, finalement un nombre beaucoup plus important avant les années 2000 pour tout ce qui était les projets industriels, donc la courbe violette. Et puis progressivement, le nombre des installations collectives qui s'est fortement développé pour atteindre la même nombre entre le collectif et l'industriel. C'est peut-être moins visible, mais ici vous avez donc la même vision, mais en courbe pleine pour la puissance installée. Et donc on voit clairement cette évolution donc, de la puissance installée qui est progressivement s'est développée sur le collectif pour atteindre cette répartition actuelle, un tiers, un tiers, un tiers entre le collectif, l'industriel et la cogénération. Voilà, vous avez une autre vision ici sur la consommation. Voilà, donc l'influence en fait du climatique qui fait que le collectif est un peu est légèrement en décalé, un peu moins important par rapport aux autres types d'usages. Donc si vous avez donc en haut cette réparation un tiers entre le collectif industriel et la cogénération, qui est différente d'une région à l'autre. Donc vous voyez les 3-4 régions qui ressortent avec des puissances cumulées très importantes que sont l'Auvergne, d'abord la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et l'Auvergne, de moindre mesure la Bourgogne, avec des profils relativement différents, donc un peu moins plus industriel cogénération pour la Nouvelle-Aquitaine. À l'inverse, l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez une part de collectifs plus important. Donc des structurations un peu différentes d'une région à l'autre. Et donc vous allez retrouver, on va en parler tout à l'heure, la Bretagne ici avec une puissance industrielle importante et l'Occitanie qui est plutôt représentatif du parc français finalement. Si on regarde cette répartition sur l'ensemble des régions, donc on voit à droite en termes de puissance cumulée, donc vous voyez les régions dont on vient de parler qui ressortent en vert foncé. Et puis quand on regarde en nombre d'installations, c'est l'Auvergne qui reste, Auvergne-Rhône-Alpes qui les garde parce qu'il y a un nombre très important effectivement de collectifs qui ressort et de manière un peu plus homogène en termes de nombre sur l'ensemble des départements. Qui mènera le prisme des deux régions à la suite de cette intervention. Donc une fois qu'on a ce parc-là, donc on a vu que c'est important de voir les enjeux de ce parc au regard des objectifs de développement, ce qui nous permet de voir ce qui est possible effectivement au niveau national, mais aussi on comprend bien les contextes un peu différents d'une région à l'autre parce qu'il y a un historique différent et une structuration du parc qui va être différente d'une région à l'autre. Et je ne parle pas, bien entendu, de la ressource et du type de ressources qui peut être développée d'une région à l'autre, mais on le verra après. Cette
dernière partie vise à vous montrer l'usage qu'on peut en faire dans les débats qu'on a aujourd'hui, donc sur trois débats. Le premier, c'est moins un débat, c'est plutôt une analyse qu'on en a fait. Donc c'est Propelette qui a fait une analyse en partenariat donc avec le CIB et le SNPGB. Aujourd'hui, on voit que le parc des granulés est surtout représentatif sur des installations de moins de 50 kW, entre 50 et 300 kW, un peu moins, mais significatif, inférieur à 1 MW, entre 300 et 1 MW. Et puis, on voit un certain nombre de projets qui se développent sur des puissances plus importantes, sans parler bien sûr qui est un peu particulier, qui est l'installation de plus de 50 MW. Et donc, vous l'avez reconnu, c'est CPCU. Voilà. Donc, il s'est posé la question de l'articulation finalement sur les projets un peu plus importants, collectifs et industriels, pour être approvisionnés en granulés. Donc, à partir de ce recensement, on a pu travailler sur des données technico-économiques, faire ces analyses, interviewer du coup les porteurs de projets pour pouvoir faire un certain nombre de recommandations sur l'usage du granulé, de la plaquette, ou voire en appoint l'un de l'autre. Voilà, et donc on a pu faire ces recommandations, en quel cas le granulé est plutôt recommandé, dans quel cas la plaquette est plutôt recommandée, ou dans quel cas les deux méritent d'être analysés, et le choix est offert au maître d'ouvrage entre les deux solutions. Donc, toute cette étude sera présentée lors du Propelette Event en mai, à Nantes prochain, lors du Carrefour du Bois. Et ça sera bien sûr disponible ensuite. Donc ça, c'est une première étude. Deuxième point, voilà. Nous commençons depuis juillet à travailler avec le ministère sur la transcription des critères de durabilité de la directive dite RED II. En fait, cette directive soumet les aides aux énergies renouvelables au respect d'un certain nombre de critères de durabilité. Ces critères portent sur les 5 points qui sont nommés ci-dessous. Donc, la légalité des opérations de récolte, la régénération effective de la forêt dans ces zones de récolte, la protection de zones dites sensibles. On va retrouver notamment une prédominance, une attention particulière sur les zones humides et les tourbières, la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, et surtout, et aussi le maintien et l'amélioration de la capacité de production de la forêt à long terme. L'ensemble, la France est plutôt sensible à ces différents éléments. Vous savez tous qu'on a en place en France le code forestier, et notamment qui fait un socle important. Donc on échange avec le ministère pour la mise en œuvre en fait de ces exigences au niveau français. Et aujourd'hui, on a soulevé un point important, c'est que ces installations, ces critères de durabilité doivent s'appliquer à des installations d'une puissance supérieure à 20 MW. Or, aujourd'hui, on a soulevé le fait que on ne savait pas, quand on parlait de puissance nominale, de quelle puissance on parlait. Et je vais vous montrer du coup l'impact que ça peut avoir. Si on parle des installations de puissance bois supérieure à 20 MW dans le recensement, ça touche donc, on a recensé 80 installations pour une puissance totale cumulée de près de 4 gigawatts. Donc 1% du parc, mais 40% de la puissance du parc. En revanche, si on parle de la puissance totale de l'installation, cela fait qu'on touche du coup des puissances totales, donc bois plus à point, supérieures à 20 MW. Et dans ce cas-là, on touche pratiquement un tiers
Oui, pardon. Le bois représente dans cette puissance totale un tiers de la puissance. Le bois représente un tiers de la puissance totale. C'est l'hypothèse que l'on a pris, qui est plutôt représentative de ce qui se passe sur le terrain. Et dans ce cas-là, on double le nombre des installations qui pourraient être concernées. Et vous voyez que ça concerne pratiquement 2 tiers de la puissance du parc. Donc un impact non négligeable sur l'ensemble du territoire, sur le respect de ces critères. Donc une attention particulière finalement, et donc un volume de bois qui serait concerné beaucoup plus important. Donc voilà ce point de vigilance que nous permet d'avoir ce recensement. Troisième et dernier prisme, on en a parlé au colloque, donc plutôt dans le fond, hein, pour savoir l'évolution qu'il y avait sur l'encadrement des cendres, avec un petit rebondissement avec le décret actuel sur l'épandage des matières fertilisantes, mais c'est un autre sujet. Là, on a pu mettre en avant auprès du ministère, et ça va être encore plus utile dans les débats à venir, sur le volume concerné aujourd'hui quand on parle de cendres. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est de l'ordre de 245 000 tonnes de matière brute par an, à l'horizon des objectifs de PPE, on en serait plutôt autour de 400 000 tonnes. Donc des enjeux importants en termes de valorisation. Et si on ne peut pas faire cette valorisation en épandage, ça a autant de volumes qui iraient en enfouissement. Donc voilà le type d'analyse que l'on peut avoir avec les nécessaires. Donc ici, on a pu, avec l'ensemble des hypothèses, reconstituer finalement les volumes en termes de cendres sous foyer et sous multicyclone, les cendres mixtes, les cendres uniquement de multicyclone et les poussières de filtration, pour pouvoir analyser l'impact que telle ou telle décision pourra avoir sur les volumes. Et donc on a pu, autre regard, si on analyse finalement les volumes de cendres en fonction des classes de puissance, voilà, on peut voir avec le ministère que si on touche les installations, par exemple, de plus de 20 mégawatts, voilà, on touche 60% de la puissance installée. Si on part de plus de 10 mégawatts, on touche voilà, les 3/4 de la puissance, je crois que c'est 75, c'est ça, de la puissance installée. Donc on peut comme ça échanger avec le ministère en disant voilà les décisions aussi qu'ils vont prendre, voilà la part du parc qui va être touchée par cette décision. Et c'est ce qui nous a permis d'échanger pour avoir des compromis par rapport à des garanties sur un volume important de cendres que le ministère ne connaissait pas. Voilà, je crois que c'est la troisième installation. Autre prisme qu'on pourra voir, on travaille aussi actuellement, il me reste quelques minutes, sur la qualité de l'air, et notamment les émissions de poussière, avec notamment le CITEPA et l'ADEME, pour voir les coefficients d'émissions par gamme de puissance. Vous savez que les choses ont évolué et vont évoluer. Et donc, ça va nous permettre également de travailler avec CITEPA et ADEME par gamme de puissance, de pouvoir donner des coefficients d'émissions de poussière beaucoup plus réalistes à partir des études que fait l'ADEME notamment. Donc ça, c'est le travail à venir. Merci beaucoup, Clarisse. Et pour terminer les présentations un peu magistrales, je vais passer la parole à Grégory et Nathalie, qui vont illustrer également la manière dont sont utilisés les recensements régionaux, voilà, plus localement. Bonjour.
Donc, on va faire un petit focus sur l'animation en Bretagne et en Occitanie. Donc, je commence par la Bretagne. En Bretagne, on a deux structures d'animation régionale. L'association, elle, compétence historique sur le bois énergie en Bretagne, donc depuis 1994, avec 2,3 ETP à l'heure actuelle, donc une progression dans le temps aussi du nombre de TP. À Bibois, nous sommes depuis donc 2012 sur de l'animation plutôt chauffage domestique et 2015 un peu plus sur l'animation chauffage collectif. Donc un ETP en 2020 toujours. Et puis on est renforcé dans nos actions d'animation avec les contrats de développement des ENR qui se développent en Bretagne à l'échelle des pays. Donc il y a 6 pays qui se sont lancés en 2018 et puis le 2 qui les ont rejoints là en 2020 et ça continuera à augmenter dans les années à venir. L'ADEME en Bretagne vise de couvrir 80% de la population qui aurait accès à ce service d'ici 2025. Voilà, donc petite précision aussi, les contrats de développement des ENR, des énergies renouvelables, travaillent sur la thermie renouvelable et donc pas uniquement sur le bois énergie. Mais pour le bois énergie, ça nous donne quand même un petit coup de main. On essaye d'organiser l'animation avec des réunions de réseau pour essayer de garder une cohérence dans les actions d'animation, dans les références techniques qui sont utilisées par les uns et les autres. On peut passer. Je ne sais pas si c'est à moi de passer la diapo. C'est bon. Donc, Nathalie, oui. Je passe le micro à Grégory. Merci. Et donc, au niveau de l'Occitanie, donc la structuration est un petit peu différente. Il y a une structure par département, à peu près. Et ça, depuis 1996 pour la plus ancienne. Donc, au total, sur l'ensemble de l'Occitanie, il y a 17,9 ETP en 2020. Ces structures, ces animations sont portées par différentes structures. Ça peut être les communes forestières, des associations, des syndicats d'énergie, chambres de commerce et d'industrie et d'autres encore. Il y a une forte animation sur ce territoire par l'ADEME et la région depuis toujours. C'est un peu le moteur qui fait avancer un petit peu les choses, qui crée ce réseau qui est appuyé par les animateurs, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté de l'ADEME et de la région derrière. Donc une forte dynamique et des outils créés en commun avec, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un réseau avec des outils communs. Et on en verra un exemple un petit peu tout à l'heure, on en parlera. Et donc l'ouverture aux ENR, je ne reviens pas dessus, je l'ai dit tout à l'heure. Et une des particularités qu'on a au moins chez nous, il est sûrement ailleurs, c'est qu'il y a des appels à manifestation d'intérêt pour la sélection des animateurs. Et ça permet d'être sélectionné pour 3 ans. Donc en fait, on a une visibilité sur 3 ans. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà ça par rapport aux années précédentes, c'est année par année. Donc vraiment, on sait que pour 3 ans, on est la mission d'animation et on peut se projeter un peu plus tranquillement sur 3 ans. De la même manière, il y a un déploiement des contrats de développement ENR sur l'Occitanie avec une volonté de l'ADEME de couvrir 100% des départements. Actuellement, il y en a 7 sur les 13 qui sont couverts et 2 pays donc qui sont sur 2. Il y en a un, il est sur 2 départements différents, mais c'est infra-départemental. Et ça rajoute 9 ETP en 2020 à peu près. Et c'est porté par des structures, donc syndicats d'énergie pour 6 d'entre eux, des PETR pour 2 d'entre eux et 1 par une association. Donc, au niveau de l'utilisation de ces données, elles sont utilisées par nous, on verra après pourquoi, et aussi par les financeurs et les institutionnels régionaux, avec notamment les cellules biomasse, l'ADEME, les services déconcentrés de l'État, qui permettent de donner des avis sur les contrats d'approvisionnement des projets d'installation qui sont avec une forte puissance. Les données, elles sont aussi utilisées dans les SRCAE, schémas régionaux climat, air, énergie, ou les SRB, schémas régionaux biomasse, etc. Donc, c'est assez régulier que les données sont demandées au niveau régional à des structures pour pouvoir alimenter ces documents. Oui, les données qui sont remontées. D'ailleurs, on peut en profiter pour remercier aussi tous les acteurs qui participent à remplir ces questionnaires et à recenser toutes ces informations. Elles sont utiles, vous l'avez vu, au niveau national aussi pour du lobby. Elles sont utiles au niveau régional pour des observatoires.
On s'en sert également donc dans des outils de communication là qu'on va voir maintenant. Ça amène plus de transparence au grand public également. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur le développement du bois énergie. Certains acteurs, en tout cas en Bretagne, on trouve encore des acteurs qui pensent que c'est une énergie qui n'est pas encore mûre, qui n'est pas encore développée. Donc, quand on leur montre les chiffres, quand on leur montre tout ce qui est déjà fait, ça rassure énormément. Donc, pour enchaîner sur les outils qu'on a pu mettre en place, notamment pour utiliser ces chiffres-là. Elodie, merci. Voilà, un exemple en Bretagne, mais beaucoup de régions font des cartographies de ce type. Ça permet de visualiser très simplement la répartition des projets, leur nature, le type d'utilisateur de la chaleur bois. Voilà, et ça rassure aussi sur la couverture de cette énergie. Elle existe et elle existe partout. On peut, sur ces cartographies, il y a des critères voilà, de choix après pour faire des sélections et faire des extractions aussi. On a donc également un bilan qui peut être édité tous les ans ou par période pour rendre compte aussi au grand public, tout simplement, de ce qui a été financé par l'argent public en termes de chaufferie. De la même manière, on décompose leur nature, à quoi servent ces chaufferies. En Bretagne, on essaye aussi d'approcher les combustibles qui sont mis dans ces chaufferies, donc en ayant aussi une approche sur le type de bois. Voilà, donc ce sont des documents qui sont distribués largement, qui sont en téléchargement libre sur le site du Plan Bois Énergie Bretagne, qui sont réalisés avec la collaboration de Elle, qui fait ce travail de recensement tous les ans. Et puis, on arrive aussi à réaliser des outils plus de promotion puis de prospection, des argumentaires chiffrés, imagés, illustrés, et puis des articles thématiques. Là, c'était un article sur les piscines chauffées au bois en Bretagne. Voilà, on arrive à faire ressortir des statistiques et des éléments qui illustrent l'importance du bois énergie dans son utilisation actuelle, et puis qui peuvent aussi mettre en exergue tout le potentiel de développement encore de cette énergie sur les territoires. Merci beaucoup à vous deux. Avant de passer aux questions, juste pour information, vous signaler que les annexes de ce webinaire seront bien garnies, donc n'hésitez pas à aller les consulter. À la fois les tableaux de données, on a préféré vous présenter des graphes qui sont quand même plus visuels, mais il y a également les tableaux de données qui sont mentionnés. L'historique, la méthodologie et l'objectif du recensement du site vous sont également rappelés. Et puis, pour ce qui est de la Bretagne et de l'Occitanie, on a également mis en valeur les actions phares à l'heure actuelle sur ces territoires. Pour revenir aux questions, il y en a eu quelques-unes sur le chat que je vais reprendre. Donc, tout d'abord, il y avait une question en ce qui concerne l'animation, savoir s'il y a des animations qui existent en Outre-mer. Alors, en Outre-mer, c'est pas forcément le cas. On est sur des territoires qui sont complètement différents en termes de besoins de chaleur et aussi en termes de ressources. Et là, je suggère plus de prendre contact avec les délégations régionales de l'ADEME qui sont en capacité de fournir les informations nécessaires sur ces territoires. Ensuite, il y avait deux questions en ce qui concerne l'aspect granulé. À la fois une question pour savoir le positionnement de l'ADEME sur les agropellettes et une question par rapport à l'utilisation des granulés de bois en appoint de chaufferie plaquettes. En ce qui concerne le deuxième point, tout ce qui est l'appoint au granulé, il y a Clarisse Fischer qui mentionnait qu'il y avait des réponses à ces questions dans l'étude qu'on vous a citée tout à l'heure, qui sera prochainement diffusée par l'ADEME. On vous en informera dans nos lettres d'information. Je ne sais pas si, en ce qui concerne les agropellettes ou même en ce qui concerne l'appoint en granulé, il y avait des questions, des réponses complémentaires peut-être que Eric Vial, directeur de Propellet, pouvait nous fournir et qui participe à ce chat, à ce webinaire également. Je ne sais pas si Eric, tu veux bien. Oui, bonjour. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Concernant les agropellets,
l'ADEME je connais pas la position détaillée, mais c'est soutenu puisque on a notamment un projet qui sort à la Défense avec Enertherm, avec une chaufferie qui va consommer, je crois, 30 à 40 tonnes par an, pas tonnes par an, 30 à 40 000 tonnes par an de granulés d'agropelets sur la base du développement de RAGT, la qualité calice d'agropelets. Donc ça c'est la première grosse utilisation d'agropelets. Après, il y a une foultitude d'autres structures qui utilisent l'agropelets, mais nous on les référence pas. Hein. Ça a le mérite d'exister. Aujourd'hui, ça perce pas. C'est difficile à établir pourquoi ça perce pas. Mais en tout cas, il y a déjà une limite qui est le problème technique et chimique de la combustion de ces produits-là, qui pose un certain nombre de soucis. Mais bon, on attend avec impatience de voir sur des puissances importantes comme celle de la Défense, si c'est bien et s'il n'y a pas de raison que ça se passe mal de toute façon. Voilà. Après, sur la pointe des chaufferies plaquettes, comme disait Clarisse, il y en a déjà. Aujourd'hui, c'est vrai que la sortie du fioul et la remise en cause du gaz pour le neuf d'ici 2024 pour le collectif va donner une vraie légitimité au granulé, sachant que techniquement, ça pose aucun problème, ça existe déjà et ça pose aucun problème de mettre une chaudière à granulés à la place d'une chaudière fioul dans un appoint. À la limite près de toujours pareil, faire attention aux consignes et aux bonnes pratiques de l'installation d'une chaudière à granulés, comme on le montre nous dans notre vidéo formation, le MOOC Propelais sur l'installation d'une chaufferie granulée de A à Z. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire rapidement comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup Eric pour ces compléments. Il y avait également deux compléments qui ont été signalés dans le chat et qui sont importants de citer. Donc, en ce qui concerne les animateurs bois énergie, donc en effet, vous l'avez entendu à la fois en Occitanie, en Bretagne, mais c'est assez homogène sur le territoire français. Il y a vraiment une volonté de l'ADEME de développer ces contrats de développement d'énergie thermique, énergie renouvelable thermique. Et donc, on observe une démultiplication des animateurs énergie renouvelable thermique. Donc, c'est intéressant pour améliorer la visibilité de ces énergies renouvelables. Et évidemment, il y a toujours une attention pour que ces nouvelles structures, ces nouvelles personnes s'intègrent bien au paysage déjà existant des structures pour qu'il y ait bien complémentarité. Autre remarque qui a été faite dans le chat et que je cite, on a parlé dans l'évolution historique des installations au bois, les augmentations ou diminutions du prix du fioul. Il faut bien également avoir en tête qu'à l'heure actuelle, on est aussi et surtout beaucoup sur la concurrence avec le gaz naturel. Mais on sait très bien qu'il y a un lien assez direct entre le prix du fioul et le prix du gaz naturel. Donc c'est pour ça qu'on a mentionné plutôt le fioul dans cette historique. Ensuite, j'ai noté une autre question qui s'intéressait à l'aspect biocarburant, le lien à la production de biocarburant à partir de bois en fin de vie. Donc là, on est sur un sujet qui n'est pas l'objet du CIB, donc je ne me permettrai pas d'y apporter une réponse. Malheureusement, vous comprendrez pourquoi. Et il y avait également une dernière question, une question là, récemment posée sur les cartographies présentées donc sur la Bretagne, les cartographies des installations. La question était posée à savoir s'il y avait une cartographie nationale disponible peut-être sur le site du CIB, ou alors s'il fallait regarder des cartographies plutôt pour chacune des régions. La réponse, c'est plutôt qu'il faut regarder les sites internet, les cartographies région par région. Pour quelles raisons? Nous, au niveau du CIB, donc vous l'avez compris, on obtient la plupart des informations du recensement via le réseau des animateurs, mais ce ne sont pas des données qui nous appartiennent. Donc toutes les informations qu'on diffuse, on les diffuse systématiquement de manière agrégée. Donc vous ne trouverez pas des informations chaufferie par chaufferie sur le site du CIB. Ça, c'est une chose. Par contre, selon les régions, il y a des diffusions plus ou moins importantes de ces données pour des informations région par région.
On vous laisse plutôt découvrir sur chacun des territoires les choix qui peuvent être faits. Donc voilà, c'est important. Moi, je me permettais également une question à Grégory Zabala. Donc là, on a plutôt vu comment ça se passe au niveau de l'utilisation en Bretagne. Ce serait peut-être intéressant qu'il nous apporte l'éclairage sur les choix qui ont été faits par rapport aux cartographies qui sont diffusées en Occitanie. Grégory, si tu veux bien peut-être présenter un petit peu ça, et notamment tout ce qui est ratio, enfin tous les usages qui sont faits des recensements qui est quand même assez pointu en Occitanie. Oui, pas de souci. Donc en Occitanie, on a depuis pas mal d'années maintenant un observatoire régional qui est commun avec la région PACA. Donc l'observatoire a été développé d'abord en PACA et adapté donc en Occitanie. Et depuis, il a été amélioré et optimisé avec donc les deux régions ensemble. Et c'est un observatoire où c'est un peu notre base de données en fait de tous les animateurs donc des 13 départements et plus PACA, sur lequel on saisit toutes les informations des installations depuis l'émergence de l'idée, donc depuis l'analyse d'opportunité, la prise de contact, l'analyse d'opportunité, l'étude de faisabilité, la réalisation et même l'exploitation. Donc c'est vraiment une base de données complète qui nous permet d'avoir l'historique de l'installation, de comprendre des fois pourquoi elle n'est pas allée au bout, et surtout un élément intéressant, donc Elodie a commencé à en parler, c'est les ratios. C'est-à-dire qu'on peut sortir des ratios euros par kilowatt installé, euros par kilowattheure, heures de fonctionnement également, selon les calculs. Donc voilà, ça permet d'avoir des ratios, et quand on accompagne de nouveaux projets, de s'appuyer sur des choses qui ont déjà été réalisées, et notamment pour les financeurs, de l'utilisation de ces ratios, c'est quand ils reçoivent un nouveau projet, de se dire est-ce que je suis dans les clous ou non. Si je suis hors des ratios, en dehors d'une limite qui se sont fixées et qui nous ont communiqué, ce projet-là, il ne sera pas financé à moins que la copie soit revue. Donc ça, c'est un élément hyper intéressant, et ça permet également, donc vous avez sur le site internet Observatoire Bois Énergie d'Occitanie, la cartographie où vous pouvez retrouver les points, les différents par points, donc toutes les installations en fonction des puissances, du combustible installé, et donc pas aussi précis, et on a le nom des installations, mais toutes ces informations dont on parlait, qui ont été récoltées tout au long du projet, ne sont pas affichées de manière publique. C'est des données qui restent confidentielles, bien entendu, mais qui sont accessibles uniquement aux animateurs. Et il y a un élément important qui peut être cité aussi sur, alors c'est pas lié à l'observatoire en tant que tel, mais sur les cartographies, ça permet également de faire un lien entre la consommation et l'approvisionnement. Nous on appelle ça un schéma de cohérence, et de pouvoir faire une analyse et savoir sur quel territoire il y a des besoins d'approvisionnement, que ce soit en termes de hangars de stockage, que ce soit en termes de matériel, de choses comme ça, puisque cet observatoire que nous avons chez nous sur les chaufferies, on l'a également sur l'approvisionnement, donc sur lequel on recense les hangars de stockage et le matériel. Voilà ce que je pouvais citer. Après, sur les autres actions de communication qui ont été citées, c'est pas forcément les mêmes, mais voilà, c'est des exemples. On peut retrouver des communications, des fiches, des bilans de saison de chauffe départementaux ou régionaux, etc. Donc ça reste à peu près similaire. Merci beaucoup Grégory pour ces compléments sur ta région. Il y a une question qui a été posée sur tout ce qui est regroupement de plusieurs projets de chaufferie. Alors là, on est vraiment au cœur du sujet des contrats de développement des énergies renouvelables thermiques. On les a cités par rapport à l'animation bois énergie et à l'arrivée de nouvelles structures dans le paysage, mais il faut évidemment savoir que l'objectif premier de ces contrats de développement des énergies renouvelables thermiques, c'est vraiment de mutualiser des projets sur un territoire, soit pour un seul et même maître d'ouvrage, on est sur des contrats d'objectifs patrimoniaux, soit pour un seul et même territoire. Donc là, c'est plutôt une collectivité qui porte ce contrat, et on s'engage à un certain nombre de projets avec des quantités d'énergie renouvelable thermique produits à la fin. Donc, sur la question est cité
deux petites chaudières pellets de 20 kilowatts. Là, on est sur des très petits projets. Donc, il faut quand même avoir en tête qu'il faut atteindre un certain nombre de kilowattheures renouvelables produits. Et là, bon, par exemple, sur ce qui est cité, c'est trop faible, quoi. Les deux installations de 20 kilowatts, c'est trop faible, mais un territoire est capable d'identifier d'autres ou de compléter ces projets qui sont cités lors de la question chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en ai pas identifié. Si je peux juste compléter ton propos là, Elodie, c'est par rapport à ces projets. Sur ces territoires-là, il faut se renseigner, même si c'est au niveau d'une collectivité. Tu as raison sur le fait que les chaudières sont petites, mais c'est vrai qu'au-delà du contrat patrimonial, le contrat territorial, s'il existe, on peut faire rentrer ces projets à l'intérieur. Alors là, à Saint-Thep, tu as tout à fait raison, c'est trop petit. Mais même si au niveau d'une collectivité, on n'a pas de quoi faire un contrat patrimonial, s'il y a un contrat d'objectif territorial qui existe, faut pas hésiter à contacter le titulaire de ce contrat, quoi. Merci beaucoup pour ce complément, Grégory. Donc voilà, je suggère de se rapprocher des modalités de mise en place des contrats de développement ENR sur votre région et pour en savoir plus sur comment ça peut se passer. Vu que je ne vois pas d'autres questions, à moins que j'ai raté quelque chose, mais je ne le pense pas. Je peux peut-être vous proposer de détailler un petit peu ensemble les annexes qui sont à la suite du support. Donc en l'occurrence, voilà, c'est les tableaux des installations. Donc Clarisse vous a montré sous forme de graphe un petit peu ce que ça donne en termes chiffrés. Voilà où on en est. À la fois en total, on est donc à peu près à 7000 installations, comme vous l'avez vu, pour 8,7 gigawatts installés. Si on détaille un petit peu par gamme de puissance, c'est ce qu'on a observé dans les graphes, mais qui vous sont là détaillés en termes chiffrés. Ça peut être intéressant de pouvoir s'y référer. Ensuite, en ce qui concerne l'historique de ce recensement, c'est intéressant de rappeler qu'il existe depuis 2007. Donc, ça fait quand même un grand nombre d'années que le CIB a cet historique et ce suivi des installations. Au départ, on s'intéressait uniquement au réseau de chaleur et on a rapidement ouvert le champ parce que voilà, les installations dédiées sont également extrêmement intéressantes pour se rendre compte de l'avancement de la filière. Les sources de données, vous l'avez compris, c'est surtout le réseau des animateurs bois énergie, mais on s'appuie également sur la presse, sur les délégations régionales de l'ADEME et sur d'autres de nos adhérents pour compléter ces informations. Il y a deux types d'installations qui sont récupérées. Sur les installations supérieures à 1 méga, on a des informations chaufferie par chaufferie. Et puis pour celles entre 50 kW et 999 kW, on récupère des informations agrégées parce que pour des installations de puissance plus moyenne, ça reste intéressant à agréger, mais des informations individuelles nous semblent pas forcément indispensables. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est alimenter les travaux et débats de la filière et avoir un état des lieux le plus précis possible de l'avancement de la filière pour pouvoir également le transmettre à différents partenaires, institutions et partager ces constats et ces états des lieux avec le niveau national de la filière. Après, je peux proposer à Grégory peut-être de commenter un peu les actions phares qui ont lieu en Occitanie, si c'est possible. Oui. Donc, il y en a certaines que j'ai déjà dites tout à l'heure. Donc, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la réalisation. Ça, c'est vraiment accompagner le maître d'ouvrage tout au long de son projet. Avec les analyses d'opportunités sur les projets ENR thermiques, donc bois énergie, solaire thermique et géothermie, toutes les ENR confondues, et notamment avec l'aide aux demandes de subventions, qui est assez importante et qui est parfois complexe selon les financeurs. Donc, il y a besoin d'une expertise et surtout quand on en a fait plusieurs, à la force, on sait comment ça fonctionne. Donc, plus facile d'accompagner les maîtres d'ouvrage. Au niveau des spécificités régionales,
Donc on est plus, on a un accompagnement de la qualité du combustible, notamment avec la démarche de qualité QBO. Donc on fait l'accompagnement des fournisseurs et la promotion de cette démarche. Et une des autres particularités qu'on a depuis 8-9 ans maintenant, on fait un suivi assez poussé des installations en fonctionnement sur le territoire avec une analyse des économies réalisées et du temps pas du temps de retour, mais des économies réalisées par rapport à l'investissement. L'objectif, c'est vraiment que dès le début, on sache si les installations fonctionnent bien ou non. Et pas au bout de 10 ans, on se dise, ça fait 10 ans que ça tourne mal et on a perdu 10 ans. On perd un an peut-être, mais au moins, la première année, les réglages se font et après, ça roule. Et on est renforcé également par les financeurs qui demandent un bilan d'exploitation de 1 an minimum pour payer le solde des subventions. Donc ça met le pied à l'étrier au maître d'ouvrage de ces suivis. Et derrière, on espère, et souvent c'est le cas, que ce suivi perdure et que les maîtres d'ouvrage aient une analyse de leur fonctionnement de l'installation. Donc l'observatoire, j'en reviens pas, on en a parlé, et on travaille sur toutes les ENR thermiques confondues. Parfait, merci Grégory. Et enfin, je vais proposer à Nathalie de compléter également les spécificités régionales en Bretagne en termes d'action de l'animation bois énergie. Merci. Oui, donc les actions classiques, je vais pas les redétailler. Hein, on en a déjà un peu parlé, les préétudes, la mise en relation des acteurs et l'animation du réseau des animateurs locaux, notamment les contrats de développement des ENR thermiques de l'ADEME. Nos spécificités en Bretagne, ça pourrait être le fait d'accompagner la maîtrise de la qualité des entreprises qui fournissent du bois déchiqueté aux chaufferies, donc à travers CBQ+, qui est une association qui porte une certification de type ISO 9001. Nous avons aussi, donc c'est l'association elle qui a apporté aussi le projet européen OptiWood, qui a permis d'accompagner de manière poussée des installations en fonctionnement et donc de suivre leur fonctionnement sur 2 ans et d'en tirer également des conclusions sur l'optimisation de leur performance. C'est une étude qui a donc la restitution, c'était la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez pu y assister, mais on peut vous donner les documents. Il y a aussi une action spécifique sur la valorisation du bocage, alors qui n'est pas forcément portée par le plan bois énergie, même si on va chercher à valoriser le bois bocager qui a été géré durablement à travers un label qui s'appelle le label Haie durable, qu'on va chercher à promouvoir dans le cadre du dispositif. À côté de ça, il y a des fonds de plantation, d'aide à la plantation du bocage en Bretagne. Et dans nos recensements des types de combustibles ou des types de gisements plutôt qui sont mobilisés pour aller en chaufferie, on va séparer les gisements forestiers des gisements bocagers ou du bois d'élagage. On rentre assez dans le détail. C'est lié à notre ressource en Bretagne qui est un peu plus diversifiée parce qu'on n'a pas les massifs de l'Est de la France. Donc on porte plus attention peut-être à détailler le type de gisement bois qui vient dans les chaufferies. Et puis, il peut y avoir aussi des recherches d'innovation pour diversifier notamment le portage de projets de chaufferie, le financement avec des financements participatifs de citoyens, par exemple. Le portage de projets, c'est la construction de structures type SPL, donc des structures un petit peu hybrides et qui permettraient à des collectivités de porter plus de projets ou de faire des grappes, ce genre de choses. C'est plutôt l'association, elle, encore une fois, qui suit ces projets-là, qui pourront mieux vous en parler. Mais voilà sur quoi se portent un peu nos actions phares en ce moment. Parfait, merci beaucoup Nathalie pour ton commentaire. Eh bien, écoutez, ne voyant pas de nouvelles questions dans le chat, je vais tout simplement vous remercier pour votre attention. Vous suggérez vraiment fortement de nous aider à améliorer nos webinaires et savoir un peu votre satisfaction. Il y a le lien qui est cité ici et que je vais vous remettre dans le chat également pour que vous puissiez y répondre peut-être juste maintenant tant que
sans que tout ça effraie dans votre tête. Et on va vous donner rendez-vous on va tout simplement vous donner rendez-vous au plus tôt, le 2 février, lors de la journée technique qui aura lieu à Cahors, on l'espère, et lors de nos prochaines réunions de commission, comme vous l'avez vu, qui arrivent dès le mois de janvier. Et d'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes et prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.